Il a déjà été dit que Miss Amelia avait été mariée. Au point où nous en sommes, il est nécessaire de revenir à ce surprenant épisode. Souvenez-vous qu'il date d'il y a très longtemps et que jusqu'à l'arrivée du bossu, c'est la seule occasion qu'ait eue Miss Amelia d'affronter cet inexplicable prodige, l'amour. La ville ressemblait à ce qu'elle est aujourd'hui, à ceci près qu'il n'y avait que 2 magasins au lieu de 3 et que les pêchers qui bordent la grande rue étaient plus petits et plus rabougris. Miss Amelia avait 19 ans. Son père était mort quelques mois plus tôt. Il y avait en ville à cette époque un canut nommé Marvin Macy, le frère de Henry Macy. Lorsqu'on les connaissait tous les deux, on avait du mal à croire qu'ils étaient frères. Marvin Macy était le plus bel homme du pays. 6 pieds 1 pouce, des muscles durs, des yeux gris langoureux et des cheveux bouclés. Il avait de l'argent, un bon salaire, une montre en or dont le boîtier s'ouvrait sur une image de cascade. Sur un plan extérieur et purement matériel, c'était un homme heureux. Aucun besoin de faire des courbettes à quiconque. Il obtenait toujours ce qu'il voulait. Mais sur un plan plus grave, plus intérieur, Marvin Macy n'était pas quelqu'un à envier. C'était un personnage dangereux. Sa réputation était aussi mauvaise, sinon pire, que celle de n'importe quel voyou du comté. Pendant toute son adolescence, il avait gardé sur lui l'oreille séchée et salée d'un homme avec lequel il s'était battu et qu'il avait tué d'un coup de rasoir. Il tranchait les queues d'écureuil dans les forêts de pins pour sa seule fantaisie. Et dans la poche gauche de son gilet, il dissimulait de la marijuana, herbe interdite, qu'il offrait comme un tentateur à ceux qui perdaient courage et marchaient vers la mort. Malgré cette terrible réputation, il était le bien-aimé de beaucoup de femmes du pays. Il y avait en ce temps-là quelques jeunes filles aux yeux doux, aux cheveux bien coiffés, aux petites fesses tendres et délicates et aux manières tout à fait charmantes. Il humilia et avilit ces douces jeunes filles. Mais, à 22 ans, ce Marvin Macy porta brusquement son choix sur Miss Amelia. Cette fille solitaire et dégingandée, aux yeux légèrement croisés, était la seule dont il eut envie. Pas pour son argent, par amour. Et l'amour transforma Marvin Macy. Avant qu'il ait commencé d'aimer Miss Amelia, on pouvait se demander s'il avait un cœur et une âme. Et les raisons ne manquaient pas pour expliquer la noirceur de son caractère, car il avait eu des débuts pénibles en ce bas monde. Il était l'un des 6 enfants accidentels de parents qu'on pouvait difficilement appeler parents, 2 jeunes fous qui aimaient rôder et pêcher dans les marais. Ils avaient un nouvel enfant chaque année, mais ce n'était qu'embarras pour eux et calamité. La nuit venue, lorsqu'ils rentraient de la filature et qu'ils apercevaient leurs enfants, ils se demandaient d'où ils étaient venus. Si l'un pleurait, il recevait des coups. La première chose que ces enfants apprirent en venant au monde fut de trouver un recoin sombre pour essayer de s'y mettre à l'abri. Ils étaient maigres comme de petits fantômes et ne parlaient jamais, pas même entre eux. Finalement, leurs parents les abandonnèrent tout à fait et ils furent livrés à la miséricorde de la ville. C'était un hiver très rude, la filature fermée près de 3 mois, la misère partout. On refuse pourtant, dans cette ville, de voir des enfants blancs et orphelins mourir de faim sous vos yeux. Il arriva donc ceci. L'aîné, 8 ans à peine, s'en alla à Chehaw et ne revint jamais. Peut-être avait-il rencontré un train de marchandises qui l'avait conduit à travers le monde, qui sait ? Les 3 suivants furent confiés aux habitants de la ville et renvoyés d'une cuisine à l'autre. Et comme ils étaient de santé délicate, ils moururent avant Pâques. Les 2 derniers, Marvin Macy et Henry Macy, furent recueillis par une femme appelée Mrs. Mary Hale, qui avait du cœur. Elle les aima comme ses propres enfants. Ils grandirent chez elle et furent très bien traités. Mais le cœur des petits-enfants est un organe très délicat. Un début cruel dans la vie peut lui donner d'étranges formes. Le cœur d'un enfant blessé peut diminuer tellement qu'il finit par être dur et grêlé comme un noyau de pêche. Mais il peut aussi enfler et s'alourdir et devenir comme un poids intérieur impossible à supporter, car la moindre chose l'irrite et l'enflamme. C'est ce qui arriva à Henry Macy,
l'exact contraire de son frère, l'homme le plus gentil et le plus doux de la ville, qui offre ce qu'il gagne aux malheureux et qui, le samedi soir, s'occupe des enfants dont les parents vont au café. Mais c'est un homme timide et il a le regard de ceux qu'un cœur trop gonflé fait souffrir. Marvin Macy, pendant ce temps, devenait chaque jour plus insolent, plus indomptable, plus cruel. Son cœur avait la rugosité des cornes de Satan, et jusqu'au jour où il commença d'aimer Miss Amelia, il n'offrit que honte et malheur à son frère et à la femme qu'il avait élevée. Mais l'amour transforma le caractère de Marvin Macy. Pendant 2 ans, il aima Miss Amelia en silence. Il se tenait près de la porte du magasin, sa casquette à la main, les yeux baissés, le regard plus gris que le brouillard et que la cendre. Il changea du tout au tout. Il devint bon avec son frère et sa mère adoptive. Il économisa sur ses salaires, apprit à épargner. Et surtout, il rencontra Dieu. Il ne passait plus ses dimanches entiers assis sous sa véranda à gratter sa guitare. Il assistait aux services et à toutes les cérémonies religieuses. Il apprit les bonnes manières, s'exerça lui-même à se lever pour offrir sa chaise à une dame, renonça à jurer, à se battre, à invoquer pour rien le nom des saints. Cette métamorphose prit 2 longues années et changea complètement son caractère. Ces 2 ans écoulés, il rendit un soir visite à Miss Amelia. Il lui apportait un bouquet de fleurs des marais, un sac d'andouilles, une bague en argent. Et ce soir-là, il déclara sa flamme. Et Miss Amelia l'épousa. Tout le monde ensuite se demanda pourquoi. Certains prétendirent qu'elle avait envie de recevoir des cadeaux de mariage comme les autres filles. D'autres, qu'elle se libérait de l'hostilité hargneuse que lui portait sa grand-tante de Chehaw, qui était une vieille femme méchante. Quoi qu'il en soit, elle parcourut à grands pas l'allée centrale de l'église, après avoir revêtu la robe de mariée de sa défunte mère, robe en satin jauni, trop courte pour elle d'au moins 12 pouces. C'était un après-midi d'hiver. Le soleil brillait à travers les vitraux écarlates et donnait au couple agenouillé devant l'autel une étrange couleur. Pendant qu'on lisait les prières de mariage, Miss Amelia n'arrêtait pas de faire un curieux geste. Elle frottait la paume de sa main droite contre le satin de sa robe. C'est qu'elle cherchait la poche de sa salopette, et comme elle ne la trouvait pas, il y avait sur son visage de l'impatience, de l'ennui et de l'exaspération. La cérémonie achevée, les prières dites, Miss Amelia sortit rapidement de l'église, sans donner le bras à son mari et en marchant à 2 pas devant lui. L'église n'était pas très éloignée du magasin. Les mariés revinrent donc chez eux à pied. On prétend que sur le chemin du retour, Miss Amelia se mit à parler d'une affaire qu'elle venait de conclure avec un fermier pour une cargaison de bois d'allumage. En fait, elle traitait son époux comme un client parmi d'autres, entré dans son magasin pour boire quelque chose. Jusque-là, tout gardait cependant une allure décente. Les gens de la ville étaient satisfaits, car ils avaient vu à quel point l'amour avait transformé Marvin Macy, et ils espéraient qu'il transformerait son épouse de la même façon. Ils espéraient tout au moins que le mariage adoucirait le tempérament de Miss Amelia, lui donnerait quelques rondeurs d'épouse et ferait d'elle une femme réfléchie. Ils se trompaient. Grâce aux jeunes gens qui regardaient par la fenêtre cette nuit-là, on sait exactement ce qui arriva. Le marié et la mariée firent un souper extraordinaire, préparé par Jeff, le vieux cuisinier noir de Miss Amelia. La mariée reprit 2 fois de chaque plat, mais le marié mangeait du bout des lèvres. La mariée fit ensuite ce qu'elle avait l'habitude de faire, lecture du journal, inventaire des stocks du magasin, etc. Le marié rôdait près de la porte avec un visage extatique, presque égaré. La mariée ne faisait pas du tout attention à lui. À 11 heures, elle prit une lampe et monta au 1er étage. Le marié la serrait de près. Jusque-là, tout gardait une allure décente. Mais ce qui suivit fut un véritable sacrilège. Une demi-heure plus tard, Miss Amelia dégringolait l'escalier en pantalon et veste kaki. Son visage était tellement sombre qu'il paraissait presque noir. D'un furieux coup de pied, elle fit claquer la porte de la cuisine. Peu à peu, elle reprit son sang-froid, ralluma le feu, s'assit devant le fourneau, les pieds sur la grille, et se plongea dans la lecture de l'almanach du fermier, en buvant du café et en tirant quelques bouffées de la pipe de son père. Son visage retrouvait sa couleur naturelle, mais restait fermé et sévère.
De temps en temps, elle notait sur une feuille de papier un renseignement trouvé dans l'almanach. À l'aube, elle entra dans son bureau et sortit de sa housse la machine à écrire qu'elle venait d'acheter et dont elle se servait encore assez mal. Ainsi se passa toute sa nuit de noces. Quand il fit grand jour, elle sortit dans la cour comme si de rien n'était et exerça ses talents de menuisier sur un clapier commencé la semaine précédente et qu'elle avait l'intention de vendre. C'est une situation bien embarrassante pour un mari de ne pas réussir à partager le lit de son épouse bien-aimée alors que toute la ville est au courant. Quand Marvin Macy descendit ce matin-là, il portait encore son habit de noces et son visage était dévasté. Dieu seul sait comment il avait passé la nuit. Il resta dans la cour à regarder travailler Miss Amelia, mais à quelque distance. Vers midi, il lui vint une idée, et il partit en direction de Society City. Il en revint avec des cadeaux. Une bague d'opale, un peigne en émail rose, qui était très à la mode de l'époque, un bracelet d'argent avec 2 cœurs et une boîte de sucre candi qui avait coûté 2,50 $. Miss Amelia regarda ces merveilleux cadeaux, ouvrit sans attendre la boîte de sucre candi parce qu'elle avait faim. Puis revenant aux cadeaux, elle en évalua le prix avec perspicacité et les posa sur le comptoir pour les vendre. La seconde nuit se passa comme la première, à ceci près que Miss Amelia installa son matelas contre le fourneau et dormit parfaitement. Ce fut ainsi pendant 3 jours. Miss Amelia travailla comme à son habitude, s'intéressa beaucoup à une rumeur qui courait concernant un pont qu'on allait construire à 10 miles en contrebas de la route. Marvin Macy la suivait toujours à travers son domaine. À son visage, on pouvait voir qu'il était malheureux. Le 4e jour, il fit une chose tout à fait digne d'un simple d'esprit. Il alla chercher un avocat à Chehaw, l'installa dans le bureau de Miss Amelia et fit donation de tous ses biens à son épouse, c'est-à-dire 10 acres de bois de charpente qu'il avait achetés avec ses économies. Elle examina l'acte avec le plus grand soin pour être certaine qu'il ne contenait aucun piège et le rangea dans le tiroir de son secrétaire. Cet après-midi-là, Marvin Macy emporta un quart de whisky dans les marais. Le soleil était encore haut. Il revint le soir, ivre-mort, entra dans la chambre de Miss Amelia et lui posa la main sur l'épaule. Il avait un regard humide et fou. Il voulut dire quelques mots, mais sans lui en laisser le temps, elle lui lança son poing en pleine figure avec une telle force qu'il alla s'aplatir contre le mur et perdit une dent de devant. Le reste de l'histoire ne peut se raconter que dans ses grandes lignes. D'autres coups ont suivi ce premier coup. Miss Amelia frappait dès qu'il était ivre et qu'il se trouvait à portée de sa main. Elle finit par le jeter dehors. Il fut alors obligé de vivre sa souffrance aux yeux de la ville entière. Dans la journée, il rôdait autour du domaine de Miss Amelia. Parfois, avec un regard dément, il courait chercher son fusil et le nettoyait en surveillant Miss Amelia du coin de l'œil. Avait-elle peur ? Jamais elle ne le laissa voir, mais son visage était la dureté même, et elle crachait souvent par terre. La dernière folie de Marvin Macy fut de s'introduire une nuit dans le magasin par la fenêtre ouverte et de rester assis dans l'ombre, sans autre intention que de la voir descendre l'escalier le matin suivant. Miss Amelia se rendit sans attendre au tribunal de Chehaw avec l'intention de le faire enfermer au pénitencier pour vol de propriété. Marvin Macy quitta la ville ce jour-là. Personne ne le vit partir. Personne ne sut où il était allé. Avant de partir, il glissa sous la porte de Miss Amelia une lettre étrange, écrite mi-partie au crayon, mi-partie à l'encre, une lettre d'amour fou qui contenait de violentes menaces. Il y faisait serment de se venger d'elle d'ici la fin de sa vie. Son mariage n'avait duré que 10 jours. Et la ville éprouva cette satisfaction particulière qu'éprouvent les gens lorsqu'ils voient quelqu'un se faire étrangler après d'horribles et scandaleuses manœuvres. Miss Amelia devint propriétaire de tout ce que possédait Marvin Macy. Son bois de charpente, sa montre en or, tous ses biens. Mais ils n'avaient aucune valeur pour elle. Et ce printemps-là, elle déchira l'uniforme du Ku Klux Klan qui appartenait à Marvin pour en couvrir ses plants de tabac. Il n'avait réussi qu'une seule chose, la rendre plus riche et lui faire rencontrer l'amour. Et pourtant, c'est étrange à dire,
Jamais elle ne parlait de lui qu'avec une rancune amère et terrible. Elle refusait même de prononcer ce nom et l'appelait toujours, avec mépris, ce Canut que j'avais épousé. Plus tard, quand d'effrayantes rumeurs le concernant atteignirent la ville, Miss Amelia en fut enchantée. Délivré de son amour, le véritable caractère de Marvin Macy se révélait enfin. Il devint un grand criminel. Son nom et sa photographie furent imprimés dans tous les journaux de l'État. Il dévalisa 3 stations-service, cambriola avec un fusil à canon scié le supermarché de Society City. On l'accusa du meurtre de Slit Eye Sam, un célèbre bandit de grand chemin. Tels étaient les crimes imputés à Marvin Macy, et le démon qui l'habitait fut bientôt connu du monde entier. La loi finit par avoir raison de lui. On l'arrêta un jour où il était ivre, couché à même le sol, dans une cabane, sa guitare à côté de lui, 57 $ cachés dans sa chaussure droite. Il fut jugé, condamné, emprisonné dans un pénitencier près d'Atlanta. Et Miss Amelia se sentit profondément satisfaite. Mais quoi, c'était il y a longtemps, toute cette histoire du mariage de Miss Amelia. La ville s'amusa beaucoup de cette aventure grotesque. Pourtant, si les péripéties extérieures de cet amour paraissent tristes et ridicules, il faut se souvenir que l'histoire véritable se déroule dans l'âme de celui qui aime. Et qui, sinon Dieu, a le droit de se poser en juge suprême de cet amour-là, ou de quelque amour que ce soit? La nuit où le café prit naissance, beaucoup se souvinrent brusquement de ce pauvre mari enchaîné au fond d'un pénitencier, à plusieurs miles de là. Et pendant toutes les années qui suivirent, on ne cessa jamais de penser à lui. On ne prononçait pas son nom devant Miss Amelia, mais le souvenir de sa passion et de ses crimes, l'image de la cellule où il était pris au piège, était comme un reproche sous-jacent à l'amour de Miss Amelia et à la gaieté qui régnait dans le café. N'oubliez donc pas ce Marvin Macy, car il jouera un rôle effrayant dans ce qui va suivre. Pendant les 4 années qui virent le magasin devenir un café, il n'y eut aucun changement à l'étage. Cette partie de la maison resta identique à ce qu'elle avait été pendant toute la vie de Miss Amelia et pendant toute la vie de son père, et même avant lui. On sait déjà que les 3 pièces étaient propres comme un sous-neuf. Chaque objet, jusqu'au plus petit, avait sa place, et Jeff, l'homme de ménage de Miss Amelia, les nettoyait et les époussetait l'un après l'autre tous les matins. Cousin Lyman occupait la chambre du devant. C'était celle qu'avait occupée Marvin Macy pendant les quelques nuits où il avait eu le droit de monter à l'étage. Auparavant, c'était la chambre du père de Miss Amelia. Elle était meublée d'une armoire, d'un secrétaire avec un apron de lin blanc amidonné au coin rehaussé de crochets, d'une table à dessus de marbre et d'un immense lit à colonnes en bois de rose ouvragé. Sur ce lit, 2 matelas de plumes et une collection de coussins brodés. Le lit était si haut qu'on avait fabriqué un petit escabeau de 2 marches pour y monter. Personne ne s'en était encore servi, mais cousin Lyman le tirait chaque soir de dessous le lit, au moment où il grimpait pour s'y prélasser. À côté de l'escabeau, mais pudiquement caché au regard, un pot de chambre en porcelaine décoré de roses roses. Pas de tapis sur le parquet ciré. Aux fenêtres, des rideaux d'étoffe blanche, dont les coins eux aussi étaient rehaussés de crochets. De l'autre côté du salon se trouvait la chambre de Miss Amelia, plus petite et plus simple. Un lit en sapin étroit, un chiffonnier pour son linge, ses chemises et sa robe du dimanche. 2 clous au mur qu'elle avait plantés elle-même pour suspendre ses bottes. Ni rideau, ni tapis, ni aucun ornement d'aucune sorte. Le salon qui séparait les 2 chambres était meublé avec beaucoup plus de recherche. Un canapé en bois de rose, tapissé d'une vieille soie verte devant la cheminée. Des tables à dessus de marbre. 2 machines à coudre Singer. Un énorme vase garni de gynérions argentés. Tout était beau et somptueux. La pièce la plus importante du mobilier était une grande vitrine emplie de trésors et de curiosités. Miss Amelia, pour sa part, avait ajouté 2 objets à la collection. Un large gland ramassé au pied d'un chêne d'eau et une petite boîte de velours qui contenait 2 minuscules cailloux grisâtres. De temps en temps, lorsqu'elle n'avait rien de précis à faire, elle sortait la boîte de velours, s'approchait de la fenêtre, prenait les cailloux dans sa paume
et les regardait avec un mélange de fascination, de respect hésitant et d'effroi. C'étaient 2 calculs qu'un médecin de Cheeho lui avait extraits des reins quelques années plus tôt. Elle avait terriblement souffert, de la première à la dernière seconde, et cette longue épreuve ne lui avait rapporté que ces 2 cailloux minuscules. Elle se sentait obligée de leur reconnaître une grande valeur ou d'admettre qu'elle avait fait une très mauvaise affaire. Elle les avait donc gardés. Mais un jour, le bossu habitait avec elle depuis 2 ans déjà, elle les avait fait monter sur une chaîne de montres qu'elle lui avait offerte. Quant au second objet ajouté à la collection, le large gland, il semblait très précieux pour elle, mais elle le regardait d'un air désolé et perplexe. « Il représente quoi, Amélia ?» lui avait demandé cousin Lyman. « C'est un gland simplement, un gland que j'ai ramassé l'après-midi où papa est mort. »« Vous voulez dire quoi exactement ?»« Simplement que j'ai ramassé ce gland l'après-midi où papa est mort. Je l'ai ramassé. Je l'ai mis dans ma poche. Je ne sais pas pourquoi. »« C'est une curieuse raison pour le garder, » avait dit cousin Lyman. Ils avaient de longues conversations dans la chambre de cousin Lyman, le plus souvent aux petites heures de l'aube, quand le bossu ne pouvait plus dormir. Miss Amelia était une femme de secret. Elle ne se laissait pas prendre à tous les sujets de conversation qui dansaient dans sa tête. Mais elle prenait plaisir à en choisir quelques-uns qui avaient entre eux un même point commun. On pouvait les développer interminablement. Miss Amelia avait un goût profond pour les problèmes qu'on peut discuter 20 ou 30 ans sans trouver de solution définitive. Cousin Lyman, de son côté, aimait parler de tout et de rien, car c'était un bavard impénitent. Leur façon de conduire une conversation était très différente. Miss Amelia s'en tenait aux idées générales, plus ou moins confuses, et se mettait à parler sans fin, d'une voix lourde et pensive, sans savoir exactement où elle allait. Cousin Lyman l'interrompait parfois brusquement, ayant saisi du bec, comme une pie, un petit détail sans importance qui lui permettait de revenir à un niveau réaliste et quotidien. Parmi les sujets préférés de Miss Amelia, on trouvait les astres, pourquoi les noirs sont-ils noirs, quel est le meilleur traitement du cancer, etc. Son père était également un sujet cher à son cœur, et elle s'y montrait intarissable. « Comme je dormais, Seigneur, en ce temps-là, » racontait-elle à cousin Lyman. « Je me couchais dès qu'on allumait les lampes, et je m'endormais aussitôt. C'était comme si je m'enfonçais dans de l'huile chaude. Puis l'aube arrivait. Papa entrait dans la chambre, posait sa main sur mon épaule. « Remue-toi, petite, » disait-il. Un peu plus tard, je l'entendais crier de la cuisine que le fourneau était allumé. « Beignets frits, » annonçait-il, « viande blanche en sauce, œufs et jambon. » Je me précipitais dans les escaliers. Je m'habillais près du fourneau pendant qu'il se lavait dehors à la pompe. Et on partait tous les deux pour la distillerie où... « Les beignets de ce matin n'étaient pas bons, » interrompit cousin Lyman. « Frits trop vite. L'intérieur n'a pas eu le temps de cuire. » En ce temps-là, quand papa mettait l'alcool en bouteille, la conversation continuait interminablement. Miss Amelia avait les jambes tendues vers le feu, car il y avait toujours du feu dans la cheminée, hiver comme été, à cause de cousin Lyman qui était frileux de nature. Il était assis en face d'elle, sur une chaise basse, les pieds ne touchant pas le sol, emmitouflé dans une couverture ou dans son écharpe de laine tilleule. Miss Amelia ne parlait de son père à personne, sauf à cousin Lyman. C'était une façon de lui prouver son amour. Elle lui faisait entièrement confiance, même pour les choses les plus importantes, les plus secrètes. Il était seul à connaître la cachette d'un document indiquant l'endroit où étaient enterrés certains fûts de whisky, seul à pouvoir vérifier l'état de son compte en banque, à se servir de la clé de la vitrine au trésor. Il prenait de l'argent dans la caisse, à pleine main, et se réjouissait du bruit qu'il faisait dans ses poches. Presque tout ce qui était là lui appartenait, car lorsqu'il était de méchante humeur, Miss Amelia se mettait en quête d'un cadeau à lui faire, si bien qu'il ne restait pratiquement plus rien à lui offrir. Le seul point de sa vie qu'elle refusait de partager avec cousin Lyman était son mariage de 10 jours. Le seul sujet de conversation que jamais, au grand jamais, ils n'abordaient ensemble était Marvin Macy. Et maintenant, regardons couler ces années paresseuses et arrêtons-nous à ce fameux samedi soir, 6 ans après l'arrivée en ville
de Cousin Lymon. C'était au mois d'août. Le ciel avait flambé toute la journée au-dessus de la ville, comme un drapeau d'incendie. Mais le vert crépuscule n'était plus très loin et on le sentait venir avec soulagement. Il y avait près d'1 pouce de poussière jaune et sèche dans la grande-rue. Les enfants demi-nus couraient au hasard, éternuaient beaucoup, transpiraient, étaient irritables. La filature avait fermé à midi. Les gens qui habitaient dans la grande-rue se reposaient sur le pas de leur porte et les femmes agitaient des éventails de feuilles de palmiers nains. Il y avait maintenant une enseigne neuve au-dessus du porche de Miss Amelia, café. L'arrière-cour était fraîche, ombragée de treillages, et Cousin Lymon y faisait marcher la sorbetière. Il écartait de temps en temps le sel et la glace et arrêtait le batteur pour vérifier le goût de la crème et voir comment se présentaient les choses. Jeff faisait la cuisine. De bonne heure ce matin-là, Miss Amelia avait placardé un menu sous la véranda. On pouvait y lire « Ce soir, dîner de poulet, 20 cents l'assiette ». Le café était déjà ouvert. Son travail achevé, Miss Amelia venait de quitter son bureau. Les 8 tables étaient occupées et une mélodie s'échappait du piano mécanique. Dans un coin près de la porte, assis à une table avec un enfant, se tenait Henry Macy. Il buvait de l'alcool, ce qui était rare pour lui car l'alcool lui montait tout de suite à la tête et le faisait pleurer ou chanter. Son visage était extrêmement pâle. Il avait un tic à la paupière gauche, ce qui lui arrivait toujours lorsqu'il était ému. Il était entré sans bruit, presque de biais, et quand les autres lui avaient dit bonsoir, il n'avait pas répondu. L'enfant qui était avec lui était le fils de Horace Wells. Son père l'avait déposé chez Miss Amelia le matin parce qu'il était malade. Miss Amelia était de bonne humeur en sortant de son bureau. Elle alla vérifier quelques détails à la cuisine et revint dans le café, un croupion de poule à la main car c'était son morceau favori. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que tout était en ordre et se dirigea vers Henry Macy. Elle fit pivoter une chaise, s'y assit à califourchon comme si elle n'était là que pour passer le temps en attendant que le dîner soit prêt. Elle avait une bouteille de Croup Cure dans la poche de sa salopette, médicament à base de whisky et de sucre candy, mélangé à un mystérieux ingrédient. Elle déboucha la bouteille et la porta à la bouche de l'enfant. Puis, se tournant vers Henry Macy, elle s'aperçut qu'il clignait nerveusement de la paupière gauche. « Vous souffrez de quoi ?» demanda-t-elle. Henry Macy parut sur le point de répondre quelque chose d'extrêmement difficile à dire, mais après avoir longuement croisé le regard de Miss Amelia, il avala sa salive et resta muet. Elle se tourna vers son malade. Il avait juste la tête à hauteur de la table, une tête très rouge, avec des paupières à moitié fermées, des lèvres entr'ouvertes. Il avait sur la cuisse un gros furoncle enflé et dur. Et son père l'avait conduit chez Miss Amelia pour qu'elle perce ce furoncle. Mais elle avait une façon très personnelle de soigner les enfants. Elle n'aimait pas qu'ils souffrent, qu'ils se débattent et qu'ils aient peur. Elle l'avait donc gardé toute la journée chez elle, lui avait donné de la réglisse et plusieurs doses de Croup Cure, et le soir venu, lui avait noué une serviette autour du cou et l'avait laissé dîner tout son soûl. Il avait maintenant la tête qui dodelinait lentement de côté et d'autre, et de temps en temps il laissait échapper un petit grognement de fatigue. Il y eut un brusque mouvement dans le café, et Miss Amelia jeta un coup d'œil derrière elle. Cousin Lymon venait d'entrer, avec l'air important qu'il prenait chaque fois qu'il entrait dans le café. Lorsqu'il fut exactement au centre de la pièce, il s'arrêta et regarda autour de lui, dévisageant ceux qui étaient là, évaluant avec une extraordinaire perspicacité le contenu émotionnel mis à sa disposition ce soir-là. Car le bossu était un véritable brandon de discorde. Il aimait provoquer les drames. Il était capable, sans prononcer un mot, de dresser les gens les uns contre les autres. C'était presque magique. Ainsi, il y a 2 ans, il avait fait se disputer les jumeaux Rainey à propos d'un couteau de poche. Depuis, il ne s'adressait plus la parole. Il avait également assisté à la violente bagarre qui avait opposé Rip Wellborn et Robert Calvert-Hall, et à toutes les bagarres qui avaient suivi son arrivée en ville. Il fourrait son nez partout, connaissait en détail la vie privée de tout le monde, allait même jusqu'à violer les rêves. Et pourtant,
De façon bizarre, en dépit de tout, c'était lui le grand responsable de l'immense popularité du café. On ne s'amusait jamais autant que lorsqu'il était là. Chaque fois qu'il entrait, la tension montait brusquement, car avec un indiscret de cette espèce, on ignorait à l'avance ce qui pouvait vous tomber dessus ou éclater soudain dans la pièce. Les gens ne sont jamais aussi libres et d'une insouciance aussi joyeuse qu'au moment où ils sentent planer au-dessus d'eux une possibilité de bagarre ou de crime. Aussi, quand le bossu entra dans le café ce soir-là, tout le monde tourna les yeux vers lui, et on entendit nettement monter le ton des conversations et sauter le bouchon des bouteilles. Cousin Lyman salua de la main Stumpy McPhail, qui était assis avec Merle Ryan et Henry Ford Crimp. « Ce matin, dit-il, je suis allé pêcher à Rotten Lake. Sur ma route, j'ai dû enjamber ce qui m'a semblé être, à première vue, un tronc d'arbre abattu. Mais au moment où je l'enjambais, j'ai senti quelque chose qui bougeait. En regardant mieux, j'ai découvert que j'étais à califourchon sur un alligator, aussi grand que de cette porte d'entrée à la cuisine et soufflé comme un porc. » Il continua de bavarder ainsi et tout le monde lui jetait des regards furtifs. Les uns écoutaient ce qu'il racontait, d'autres non. Il lui arrivait, certains soirs, de ne proférer que vantardises et mensonges. Ce soir-là, tout ce qu'il racontait était faux. Il avait passé la journée sur son lit, souffrant d'un rhume des foins, et ne s'était levé qu'en fin d'après-midi pour mettre la sorbetière en route. Tout le monde le savait. Il continuait pourtant de pérorer, debout au centre du café, accumulant tant de mensonges et de vantardises que chacun en avait les oreilles rompues. Main dans les poches, la tête légèrement tournée, Miss Amelia le regardait. Il y avait de la tendresse dans ses yeux gris en croix, et elle se souriait à elle-même. De temps en temps, elle quittait le bossu pour regarder les autres clients. Ses yeux devenaient alors durs et fiers, avec une sorte de menace, comme si elle mettait quiconque au défi de lui reprocher ses bouffonneries. Jeff apportait les assiettes déjà servies et les ventilateurs électriques tout neufs envoyaient dans l'atmosphère d'agréables courants de fraîcheur. « Le petit bonhomme s'est endormi », finit par dire Henry Macy. Miss Amelia baissa les yeux vers son malade et se composa un visage en accord avec la situation. L'enfant avait le menton sur le bord de la table, un filet de salive ou de croup-cure lui coulait des lèvres. Il fermait à demi les paupières et une petite colonie de moustiques s'était tranquillement installée au coin de ses yeux. Miss Amelia lui posa une main sur la tête et le secoua brutalement. Le malade continua de dormir. Alors elle le souleva, en prenant grand soin de ne pas toucher la partie de la jambe qui lui faisait mal, et gagna son bureau. Henry Macy la suivit et ferma la porte derrière eux. Ce soir-là, cousin Lyman s'ennuyait. Il ne se passait rien. Malgré la chaleur, les clients étaient d'excellente humeur. Assis à la table du milieu, Henry Ford Crimp et Horace Wells, qui se tenaient par les épaules, riaient tout bas d'une bonne plaisanterie bien lourde. Le bossu s'approcha d'eux, mais il fut incapable de comprendre, car il n'avait pas entendu le début de l'histoire. Le clair de lune étincelait sur la poussière de la route. Les pêchers rabougris étaient immobiles. Pas un souffle de vent. Le bourdonnement des moustiques au-dessus des marais tournait comme un écho du silence nocturne. La ville était noire, à l'exception d'une lampe lointaine, à droite de la route, en contrebas, qui clignotait faiblement. Quelque part au fond des ténèbres, une femme chantait d'une voix très haute, aiguë et sauvage, et sa mélodie n'avait que 3 notes qu'elle répétait encore et encore et encore. Accoudé à la rambarde de la véranda, le bossu fixait la route déserte, comme s'il attendait que quelqu'un arrive. Il y eut des pas derrière lui, une voix. « Cousin Lyman, votre dîner est servi. »« J'ai l'appétit très faible ce soir, » répondit le bossu qui avait passé la journée à avaler son mélange doux-amer. « J'ai comme de l'acidité dans la bouche. »« Juste un petit morceau, » dit Miss Amelia. « Le foie, la carcasse et le cœur. » Ils regagnèrent la clarté vive du café et prirent place à la table de Henry Macy. C'était la plus grande, avec un bouquet de lys des marais dans une bouteille de Coca-Cola. Miss Amelia était contente. Elle en avait terminé avec son malade. À travers la porte du bureau, on n'avait entendu que quelques gémissements étouffés. Elle avait eu le temps de tout finir avant que l'enfant ne se réveille et ne prenne peur.
Il s'était couché maintenant sur l'épaule de son père, profondément endormi, ses petits bras abandonnés contre le dos de son père, le visage rouge et enflé. Ils venaient de quitter le café tous les deux pour rentrer chez eux. Henry Macy gardait toujours le silence. Il mangeait proprement, sans faire de bruit en avalant. Il avait 3 fois moins d'appétit que cousin Lyman, qui, après avoir déclaré qu'il n'avait pas faim, enfournait bouchée sur bouchée. De temps en temps, Henry Macy levait les yeux vers Miss Amelia, la regardait bien en face et ne disait rien. C'était un samedi soir typique. Un vieux couple, qui arrivait de la campagne, hésita un moment dans l'encadrement de la porte et se décida à entrer, des paysans qui se tenaient par la main. Ils avaient vécu ensemble si longtemps qu'ils étaient devenus comme des jumeaux, bruns et racornis comme 2 petites cacahuètes ambulantes. Ils s'en allèrent de bonne heure. Aux environs de minuit, la plupart des clients étaient partis. Rosser Klein et Merle Ryan jouaient aux dames. Stumpy McPhail était assis devant sa bouteille d'alcool, sa femme refusait qu'il l'emporte chez lui, et continuait tranquillement à se parler à lui-même. Henry Macy était encore là, ce qui était tout à fait inhabituel. Il se couchait toujours à la nuit tombée. Miss Amelia bâillait ouvertement, mais vu la nervosité de cousin Lyman, elle ne proposait pas de fermer le café. À 1h du matin, Henry Macy leva les yeux vers le plafond et dit doucement : « J'ai reçu une lettre. » Comme Miss Amelia recevait beaucoup de lettres, d'affaires et de prospectus, elle n'eut pas du tout l'air impressionnée. « Une lettre de mon frère, » ajouta Henry Macy. Le bossu, qui venait de traverser le café au pas de loi, les mains croisées derrière la tête, s'arrêta brusquement. Il était le premier à saisir le moindre changement d'atmosphère. Il regarda chacun de ceux qui étaient là et attendit. Miss Amelia fronça les sourcils, ferma le poing droit. « Grand bien vous fasse, » dit-elle. Il vient d'être libéré sur parole. Il a quitté le pénitencier. Le visage de Miss Amelia s'assombrit. Elle frissonna malgré la chaleur de la nuit. Rosser Klein et Merle Ryan laissèrent tomber leur jeu de dames. Un calme profond régnait dans le café. « Qui ?» demanda cousin Lyman. Ses grandes oreilles blêmes semblaient avoir grandi et durci de chaque côté de son visage. « Quoi ?» Miss Amelia fit claquer la paume de ses mains contre la table. « Ce Marvin Macy est un... » Mais sa voix s'enroua. Au bout de quelques secondes, elle finit par dire : « Il a été condamné au pénitencier jusqu'à la fin de ses jours. »« Qu'a-t-il fait ?» demanda cousin Lyman. Il y eut un long silence. Personne ne savait exactement que répondre. « Il a cambriolé 3 stations-service, » dit Stumpy McPhail. Mais on sentait bien qu'il ne disait pas toute la vérité, et un arrière-plan de péchés inavoués se mit à tourner dans la salle. Le bossu ne supportait pas d'être tenu à l'écart de quoi que ce soit, même d'une grande douleur. Il était dévoré d'impatience. Le nom de Marvin Macy, qu'il ne connaissait pas, le mettait au supplice, comme chaque fois qu'il ignorait ce dont parlaient les autres. Allusion à l'ancienne Syrie détruite avant son arrivée, phrase échappée par hasard au sujet du pauvre Maurice Feinstein, souvenir d'un événement quelconque qui avait eu lieu autrefois. À côté de cette curiosité innée, il était fasciné par tout ce qui touchait au vol ou au crime. Il faisait le tour de la table, de sa démarche hautaine, en murmurant « libéré sur parole » et « pénitencier ». Mais il avait beau insister pour qu'on lui réponde, il n'arrivait à rien, car personne n'aurait eu l'audace de parler de Marvin Macy en présence de Miss Amelia. « La lettre ne dit pas grand-chose, » dit Henry Macy. « Elle ne dit même pas où il est allé. »« fit Miss Amelia. Son visage était toujours dur et sombre. « Il ne posera jamais l'ongle d'un orteil ici. » Elle repoussa sa chaise et se prépara à fermer le café. Le nom de Marvin Macy avait sans doute fait naître en elle de graves pressentiments, car elle emporta la caisse enregistreuse dans la cuisine et l'enferma dans un endroit secret. Henry Macy disparut dans les ténèbres de la route. Henry Ford Crimp et Merle Ryan s'attardèrent un moment sous la véranda. Plus tard, Merle Ryan, voulant jouer les prétentieux, affirma qu'il avait eu cette nuit-là une vision prémonitoire de ce qui allait arriver.
Mais la ville n'y prit pas garde, car Merly Ryan avait toujours des prétentions de cet ordre. Miss Amelia et cousin Lymon restèrent un moment dans le salon à parler. Quand le bossu sentit que le sommeil le gagnait, elle disposa la moustiquaire au-dessus de son lit et resta près de lui jusqu'à ce qu'il ait achevé ses prières. Puis elle enfila sa chemise de nuit, fuma 2 pipes et attendit longtemps avant d'aller dormir. Ce fut un automne heureux. Les récoltes étaient bonnes autour de la ville. Au marché de Fox Falls, le prix du tabac se maintenait. Après ce long été torride, les premières journées de fraîcheur avaient une tendre douceur lumineuse. Les verges d'or fleurissaient le long des routes poussiéreuses et la canne à sucre devenait violette en mûrissant. Chaque matin, un autocar de Chehaw ramassait quelques enfants et les conduisait au collège technique pour qu'ils reçoivent une certaine éducation. Les jeunes gens chassaient le renard dans les forêts de pins, les édredons d'hiver prenaient l'air, suspendus à des cordes, et en prévision des jours froids, on enterrait les patates douces dans la paille. Le soir, de fragiles langues de fumée rose sortaient des cheminées, et la lune était orange et ronde au centre du ciel. Aucun silence ne ressemble à la tranquillité de ces premières soirées d'automne. Tard dans la nuit, lorsqu'il n'y avait pas de vent, on entendait parfois le sifflement aigu du chemin de fer qui traversait Society City en route vers le nord. Pour Miss Amelia Evans, c'était une période d'intense activité. Elle travaillait de l'aube au coucher du soleil. Elle avait mis en place un nouveau distillateur, plus large, dans son entrepôt, et en 1 semaine, elle remplit assez de bouteilles d'alcool pour noyer tout le comté. Sa vieille mule avait des vertiges, à force de piler le sorgho. Elle mit à bouillir ses bocaux hermétiques pour faire des conserves et prépara ses confitures de poire. Elle attendait impatiemment les premières gelées, car elle avait acheté 3 énormes porcs et avait l'intention d'en faire des rôtis, des andouilles et des saucisses. Pendant toutes ces semaines, le comportement de Miss Amelia surprit beaucoup de monde. Elle avait des accès de rire, un rire qui sonnait lourdement, et quand elle sifflotait, c'était avec une sorte de fourberie effrontée et chantante. Elle vérifiait ses forces avec le plus grand soin, soulevait des objets très lourds et tâtait du doigt la fermeté de ses biceps. Un jour, elle prit place devant sa machine à écrire et commença une histoire pleine d'étrangers, de trappes béantes et de millions de dollars. Cousin Lymon ne la quittait pas d'un pouce, continuellement pendu à ses basques, et quand elle le regardait, il y avait une douce lumière sur son visage, et quand elle prononçait son nom, il y avait dans sa voix le reflet secret de l'amour. Vint enfin la première annonce du froid. Un matin, Miss Amelia découvrit sur ses vitres des fleurs de givre, et dans son arrière-cour, la gelée blanche argentait les touffes d'herbe. Elle fit un feu d'enfer dans son fourneau et sortit pour ausculter le temps. L'air était vif et froid, le ciel vert pâle, sans un nuage. Très vite, les gens commencèrent à venir chez elle de tout le pays pour connaître le résultat de cette auscultation. Elle décida de saigner son porc le plus gras. La nouvelle fit le tour du comté. Elle tua donc son porc et alluma des braises de chêne dans son barbecue. La fumée qui sortait de son arrière-cour avait l'odeur chaude du sang de cochon, et cette matinée d'hiver était pleine de bruits de pas et d'éclats de voix. Miss Amelia supervisait le travail, donnait des ordres, et tout fut bientôt fait. Ce jour-là, elle avait une affaire importante à régler à Chehaw. Après s'être assurée que tout allait bien, elle mit la voiture en marche d'un tour de manivelle et, prête à partir, demanda à cousin Lymon de l'accompagner. Elle le lui demanda exactement 7 fois, mais toute cette agitation autour de lui l'enchantait et il refusa de s'en aller. Ce refus eut l'air d'ennuyer Miss Amelia, car elle aimait qu'il soit à côté d'elle, et lorsqu'elle était obligée de quitter sa maison, elle était toujours prise d'une sorte de mélancolie. Mais, lui ayant posé la question 7 fois, elle sentit qu'elle ne pouvait pas insister davantage. Avant de partir, elle prit un bâton et traça un large trait autour du barbecue, à 2 pas du foyer environ, en lui recommandant de ne pas franchir cette frontière. Elle s'en alla aussitôt après le déjeuner, espérant être de retour avant la nuit. Et voici qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une voiture ou un camion qui arrive de Chehaw et se rend dans une autre ville emprunte la grande rue.
Le percepteur, par exemple, qui vient chaque année discuter avec ceux qui ont de l'argent, comme Miss Amelia. Ou quelqu'un comme Merle Ryan, par exemple, qui a brusquement l'envie folle de s'offrir une voiture à crédit, ou de verser 3 $ pour une superbe sorbetière électrique comme on en voit dans les vitrines de Chi-Ho, et tout de suite un homme arrive de la ville. Il vient poser des questions indiscrètes, découvre des difficultés cachées, et réduit à néant tout espoir d'acheter quoi que ce soit à tempérament. Parfois aussi, et notamment depuis qu'on a commencé à réparer la route des Forks Falls, les fourgons cellulaires qui transportent les bagnards traversent la ville. Il y a enfin des gens qui arrêtent leur voiture parce qu'ils se sont trompés de route et demandent la bonne. Aussi, personne ne s'étonna de voir un camion passer en fin d'après-midi devant la filature et s'arrêter au milieu de la grande rue, face au café de Miss Amelia. Un homme sauta à terre et le camion repartit. L'homme se tenait au milieu de la route et regardait autour de lui. Il était grand, des cheveux bruns bouclés, la démarche pesante, des yeux d'un gris profond. Il avait des lèvres très rouges et souriait avec nonchalance, d'un demi-sourire insolent. Il portait une chemise rouge et une large ceinture de cuir ouvragé. À la main, une valise de fer et une guitare. La première personne qui aperçut le nouvel arrivant fut cousin Lyman, qui avait entendu grincer le changement de vitesse et venait voir ce qui se passait. Il se contenta de glisser la tête à l'angle de la véranda sans se mettre en pleine lumière. Et les deux hommes se regardèrent fixement. Pas du tout comme deux étrangers qui se rencontrent pour la première fois et se mesurent rapidement l'un l'autre. Non. Ce fut un bien étrange regard que celui qu'ils échangèrent. Un regard comme peuvent en échanger deux criminels qui se reconnaissent. Puis l'homme à la chemise rouge haussa l'épaule gauche et tourna le dos. Le bossu le regarda descendre la grande rue. Il était extrêmement pâle. Au bout d'un instant, il lui emboîta le pas en gardant ses distances. La ville apprit très vite le retour de Marvin Macy. Il se rendit d'abord à la filature, s'accouda nonchalamment au rebord d'une fenêtre et regarda à l'intérieur. Comme tous les paresseux de naissance, il aimait regarder travailler les autres. La filature se trouva prise d'une sorte d'engourdissement stupéfait. Les teinturiers abandonnèrent leurs cuves fumantes, les fileurs et les tisserands oublièrent leur métier, et Stumpy McPhail lui-même, qui était contremaître, se demanda ce qu'il fallait faire. Marvin Macy avait toujours son demi-sourire insolent et humide. Son expression ne changea pas lorsqu'il aperçut son frère. Après avoir jeté un coup d'œil à la filature, il continua sa route jusqu'à la maison où il avait été élevé et posa sous la véranda sa valise et sa guitare. Puis il fit le tour du château d'eau, regarda l'église, les 3 magasins, toute la ville enfin. Le bossu boitillait doucement à quelques mètres derrière lui, main aux poches, toujours aussi pâle. Il commençait à se faire tard. Le soleil d'hiver était rouge et le couchant avait des reflets pourpres et or. Les martinets regagnaient leur nid, rapides comme des flèches. Les lampes s'allumaient. On respirait de temps en temps l'odeur de la fumée et le parfum plus chaud et plus lourd de la viande qui cuisait doucement sur le barbecue dans l'arrière-cour du café. Après avoir fait plusieurs tours en ville, Marvin Macy revint à la maison de Miss Amelia, regarda l'enseigne au-dessus de la véranda, puis, sans hésiter, entra dans la cour. La sirène de la filature fit entendre sa petite plainte solitaire. L'équipe de nuit relaya celle du jour. Et bientôt, quelques personnes rejoignirent Marvin Macy chez Miss Amelia. Henry Ford Crimp, Merle Ryan, Stumpy McPhail, beaucoup d'enfants, et des gens qui préféraient rester dans l'ombre et regarder de loin. On parlait à peine. Marvin Macy se tenait d'un côté du barbecue, les autres lui faisaient face. Cousin Lyman était seul, à l'écart, et ne quittait pas des yeux le visage de Marvin Macy. « C'était agréable, le pénitencier ?» demanda Merle Ryan avec un petit rire nerveux et stupide. Merle Ryan ne répondit pas. Il sortit de sa poche un grand couteau, l'ouvrit lentement et en aiguisa la lame sur le fond de son pantalon. Merle Ryan se tut aussitôt et s'effaça derrière les larges épaules de Stumpy McPhail.